Bonsoir à tous, bienvenue à l'avant-dernière sortie du journal édition 62. 4 morts et 4 blessés dans l'effondrement de l'ancien bâtiment au centre-ville de Port-au-Prince hier mercredi 2 novembre 2016. Les victimes, dont 4 grièvement blessés, étaient à la recherche de matériel de récupération dans l'enceinte du bâtiment pour les revendre sur le marché, nous a appris le maire de Port-au-Prince, Yuri Chevry, qui s'est dépêché sur les lieux du sinistre. Ce bâtiment logé au cœur du centre-ville est une ancienne usine de production de boissons gazeuses qui était fortement endommagée par le puissant séisme du 12 janvier 2010 et hors d'usage depuis. Le premier citoyen de la ville, M. Yuri Chevry, a exprimé son regret face à cet incident et annonce du même coup une campagne de démolition de tous les bâtiments sévèrement endommagés par le séisme du 12 janvier en vue d'éviter la répétition de pareils accidents. Les propos de Yuri Chevry au micro de Télé Galaxie. C'est bon maison, c'est pas maison qui est effondrée, non, c'est une maison qui a démolie. Et depuis hier, ingénieur qui était sous t'a demandé pour nous évacuer parce qu'on est les démoli, nous avons tendance à venir chercher fer. C'est bon un cas qui était moun là-dedans, son cas a démoli et puis incident arrivé pendant que sentier a campé. Parce que vous comprenez? Nous allons faire le nécessaire pour garder pour nous dans qui moyen que propriétaire caillou yo même qui fait démolir même gens ça fait là. Ça c'est bon cas qui existait que moun yo vinn en balle, son cas qui a démoli, incident arrivé par rapport à moun yo qui viennent des faits, ça sont l'autre bagaille. Mais nous-mêmes, nous allons prendre des mesures pour chaque propriétaire parce que nous déjà après rencontre que nous avons fait mardi dernier, et secteur privé, et nous allons rencontrer avec très prochainement, nous avons des cas dans la zone, nous allons demander pour démolir et puis pour nous faire suivi avec eux. Démolir un cas, c'est bon bagaille au café à la main, il prend ressources pour ça. Et nous allons travailler sur ça pour nous garder dans qui moyen de faire ça. Mais je dis là, par rapport avec l'incident, c'est qui message que tu as lancé, tout le monde, marchand surtout, qui a vendu en bas qui fissuré. Bon, message là-dessus, ça veut dire tout le monde a un caillou fissuré déjà. Et ce n'est pas un marchand vraiment, c'est un propriétaire maison que nous allons rencontrer avec eux pour nous garder dans quelle mesure que nous allons demander pour accompagner tout surtout pour faire démolition, pour nous retirer danger. 6 ans après le séisme du 12 janvier, l'effondrement de ce bâtiment a créé un vent de panique dans la population. Malgré la présence d'une équipe de secours, difficile de déterminer le bilan exact des victimes de cet incident malheureux. Les riverains commentent la situation à leur façon et dénoncent l'irresponsabilité de l'État. C'est pas dans mon travail, je dis que ça l'a effondré, juste ça vient faire me rappeler le 12 janvier. De ça qui est passé au Kaila, ça veut dire que je connais ces gens qui viennent chercher la vie, juste pendant que casser, Kaila tombé avec eux, bon, je connais combien de gens qui mourent, je dis qu'il y a un pile de gens qui mourent. Dans les gens qui mourent, il y a des gens qui travaillent sur le chantier. Juste des gens qui passent. On connaît la majorité haïtiens ne travaillent pas. Juste des haïtiens qui ne peuvent pas voler. Ça veut dire après côté des comme. Ou toujours jeune gen moun k'ap passé pendant la passé le moun yo ap cassé fait jusqu'à fini mais gen nan moun yo qui mouri là qui était sous sentier mais gen moun yo c'est passé a passé ça veut dire on va voler système voler on va aimer fait ap casser au vini yo rentrer vinn casser fait même pour diable quand elle a tombé juste sur la vie yo en Haïti pas rien l'état juste si en Haïti de gen l'état l'on regarder jeunes qui mouri yo jeunes yo va mourir comme ça veut dire que on comprend. Bon, moi mon jeune nak mouri quand on ban dans pied parce que monsieur va t'a mourir. Ça veut dire si nek ça te go travail il t'a fait juste va t'a passer vinn casser faire en bas dit non, c'est travail la travail mais gen nek qui mouri là on fait me connaît c'est une activité c'est passer à passer au faire, yo passer au vinn casser faire. Bon message me boté, me dit bon, avec dit gouvernement ça veut dire faut mettre travail dans le pays. Ça veut dire qu'il y a pile jeune qui t'a aimé travail, c'est parce qu'il pas jeune travail pour la travail, gen de bagaille qui rivel qui fait le rivel. On pense ça veut dire si tu travail négatif pour l'activité, moi même ça t'est arrivé tout. C'est une activité moi, c'est travail, monsieur travail, me tande ça me vini. On ça me dit là, ça veut dire demander pour secteur bourgeoisie privé l'État haïtien pour mettre tête ensemble pour ba jeune dans travail parce que jeune a souffrir. Mon dans zone presque balan même souvenir de janvier surtout et il vraiment paraît triste. Et tout le monde est sorti écrasé et il y a un pile de monde qui était blessé tout. Et pour moi-même, l'ambulance a passé à n'importe 3 à 4 personnes blessés. Et moi-même, à Dieu, pas moi, n'importe 5 personnes morts. Ça veut dire que ça était vraiment triste, ça a affligé mon yo. Mais assurément, mon yo a laissé la vie, il a cherché
pour nettoyer briques avec chercher fait bagala li même n'était gen presque pendé déjà est fini accident passé il se tombé sur c'est que l'état a toujours manqué prendre responsabilité la négliger quelques monde malheur toujours arrivé même moun yo même depuis c'est pour chercher la vie yo pas ouais malheur connait c'est l'état qui pour prendre plus disposition côté gen malheur est fini pour sécuriser bagay yo. Le haut état-major de l'administration pénitentiaire nationale a fait le point ce jeudi sur l'évasion spectaculaire de la prison civile de l'Arcaillet survenue le 22 octobre dernier. Jean Gardy Muscadin, directeur général de l'administration pénitentiaire, annonce toute une série de dispositions en vue de faire la lumière sur l'évasion de 172 prisonniers de leurs cellules. L'administration a fait état de problèmes d'infrastructures carcérales inadéquates à résoudre. Les photos des fugitifs sont disponibles à travers les médias. Jean Gardy Muscadin demande la coopération de la population en vue de réintégrer les évadés dans leurs cellules. Rappeler encore une fois que il y a des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait quoi que c'était commando qui était venu attaquer prison. Donc on a rappelé ça que événement qui passait dans prison civile de l'Arcaillet pas une invasion. Il y a des gens qui étaient envahi prison. Nous capable peut-être qualifier d'une évasion, ça veut dire que c'est en dedans mon yo sorti yo aller. Gagner disposition qu'a prend dans plusieurs niveaux parce qu'il y a 3 groupes, 3 commissions d'enquête qui sous événement ça, il y a inspection générale de la police nationale d'Haïti qui a fait enquête administrative, il y a la direction centrale de la police judiciaire qui a fait l'enquête judiciaire, le niveau pas nous l'administration pénitentiaire a fait enquête interne non seulement pour nous circonstancier ça qui passé mais tout pour nous tirer leçon de ça qui passé donc le niveau pas nous, il y a une commission d'enquête qui a gagné pour établir si c'est une négligence grave ou bien si c'est une complicité. Donc jusqu'à maintenant, nous en faisons enquête. Donc mais tout élément que nous disposons jusqu'à maintenant, ben nous que c'est une évasion, c'est pas une invasion. Comme nous connaissons bilan et gain 266 personnes qui étaient écouées dans prison jour événement, gain 72 qui étaient dehors, gain 94 qui dans même jour arrêté, mais dans 94 là faut me dire gain 84 qui pas décidé aller. Il y a 10 qui récupèrent le même jour par mobilisation de la police et il y a 13 autres que nous récupérons après. Ça fait en total, nous récupérons 23 dans 172 personnes qui dehors. C'est dans tout le pays que nous récupérons, il reste 13 personnes, notamment dans le département de l'Artibonite, dans le département du centre, dans le département de l'ouest, des CPJ, dans le niveau central, récupérer moun et dans le département des NIP, et nous récupérer des évadés. Alors c'est vrai que évasion, c'est une note discordante et liée par rapport avec ça nous voulait offrir dans le système là et qui mettait qui ont compromettre et nous-mêmes dans l'administration pénitentiaire notre travail nous voulons faire pour améliorer les conditions et détenus. C'est vrai que il y a avec un manque de professionnalisme, j'aime dit tout à l'heure, capable de négligence, même complicité de quelques agents et qui pas fait travailler convenablement. Mais ce n'est pas tout système là qui gagne des nègres, qui gagne des policiers ou bien qui gagne des agents qui malhonnêtes. Nous gagne comme preuve gagne des policiers, on capable de dire qui très honnêtes dans le système là, système pénitentiaire là, gagne des courageux policiers, gagne des policiers qui très professionnels qui fait travailler avec sens de l'équité, avec sens du professionnalisme. Donc à rappeler que récemment ils ont fait une attaque. Et je me rappelle, si je ne m'abuse, c'est entre 15 et 16 mai, il y a une attaque qui était faite dans le commissariat. Où il a négocié l'intention de ça pour être pris en prison. C'est grâce avec vigilance son agent qui était posté dans le Mirador là, qui était riposté qui fait pas attaquer la prison. Nous avons des policiers qui travaillent dans le système d'administration pénitentiaire là, dans des conditions extrêmement difficiles. Ils n'ont pas tout moyen de disposer, mais qui non seulement travaillent avec tête, qui travaillent avec corps, qui travaillent avec namio, pour bailler satisfaction à la population. Donc, ce n'est pas tout système là net, si nous avons dit qu'il y a une corruption ou bien qui n'a pas fait travailler, ce n'est pas tout système là. Nous profiter, encourager les policiers dans le système là, qui a bien travaillé, qui a fait travailler convenablement, nous encourager au travail et l'administration a continué à mobiliser pour bailler moyens pour le travail.
Les élections américaines étaient au centre d'une conférence débat tenue ce jeudi à l'université Quisqueya. Les discussions étaient animées par Julien Tourin et Jean-Frédéric Tremblay, deux experts canadiens spécialisés dans les questions politiques américaines. Plusieurs dizaines d'étudiants ont pris part aux échanges. Cette initiative vise à permettre aux jeunes Haïtiens de s'informer sur le mécanisme électoral américain. Le processus électoral des États-Unis devrait inspirer les autorités haïtiennes à faire mieux pour doter le pays de fortes institutions dont un système électoral permanent est hors de tout soupçon, a commenté l'économiste Edzer Emile, directeur du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation à l'université Quisqueya. Nous prenons une initiative pour discuter de questions élections américaines parce que nous étions crois que l'important en tant qu'université, en tant que citoyen, que l'élection est un pays qui est aussi proche nous et qui est aussi influent dans la politique là nous important pour que nous comprenions, pour que nous discutions, pour que nous analysions. Et nous avons choisi deux experts dans la question américaine qui travaillent dans le laboratoire même dans l'université au Canada, qui ont traité question ça chaque jour pour capable venir discuter avec les jeunes. Et ceci, c'est une activité ouverte qui était même au profit de monde qui pas dans l'université pour permettre justement que nous échangions, nous discuter sur l'élection américaine. Donc, ce n'est pas seulement ça qui a fait en Haïti qui doit intéresser, mais des fois, nous comprenons ça qui a passé dehors, la permettre que nous nous comportions mieux par rapport à ça qui a fait dans le pays d'Haïti. C'est un enjeu assez important pour nous. Mais en même temps, des fois, on va demander peut-être tout, est-ce qu'un président républicain ou démocrate, est-ce que ça va faire un gros changement dans la politique que y a envers Haïti? Ou qu'a toujours dit que Trump un discours qui ont des gens contre immigrants, les contre noirs, les contre latinos, les contre arabes, ça te fait peut-être aussi tout mal à l'aise en tant que monde qui est haïtien, qui a une famille qui vit aux États-Unis et nous connaissons les haïtiens qui ont une situation régulière là-bas, capable de menacer eux, mais en même temps, il a lui-même il a contentieux parler avec Haïti. Fondation Clinton, gestion il a fait de l'élection 2010. Donc ça veut dire que des fois, on se sent sur une situation de dilemme ou mitigée entre gauche ou bien droite, entre bleu ou bien rouge. Mais toujours est-il, moi je crois que c'est élection américaine que lié quand même. Donc les Américains vont décider et nous prêter nous-mêmes pour nous suivre, pour nous garder comment le comportement que nous allons gagner par rapport à nous-mêmes. Les prochains gouvernements haïtiens pour le mettre en place. Donc toujours est-il, mais il a toujours été responsabilité pas non pour que nous travaillions. En dehors de ça, ça fait parce que j'ai nous well se passer là, que ce soit Clinton ou bien George Bush, c'est pas des gens qui sont manqués de pays et qui pas nécessairement intéressés pour progresser, pour aider nous progresser vraiment, pour établir la démocratie tout bon. Au contraire, il toujours fait influence, il toujours rentrer dans la question et toujours avoir espace pour que l'influence ça fait dans le pays d'Haïti. Nous sommes à la dernière ligne droite de la campagne électorale américaine. C'est un moment fascinant, juge le chercheur Jean-Frédéric Tremblay. À moins d'une semaine du scrutin américain, rien n'est encore joué, estime l'expert canadien. Il en veut pour preuve la dernière remontée du candidat républicain Donald Trump dans les sondages. La course à la Maison-Blanche est très serrée, déclare-t-il. L'issue de ces joutes se jouera notamment au niveau des États indécis, analyse Jean-Frédéric Tremblay. On voit dans les sondages que justement dans ces fameux États pivots, sur les 50 États américains, il y en a près de 10 qui vont être décisifs. Hillary Clinton a une avance dans une majorité d'entre eux. Et quand on regarde le tissu électoral, le tissu social, le genre d'électeurs qu'il y a État par État, Hillary Clinton a un avantage. Donc on pense entre autres aux minorités latino, noires, qui sont beaucoup plus nombreux qu'ils étaient il y a encore quelques années dans des États importants comme l'Arizona, le Colorado, qui vont donner un petit avantage à Hillary Clinton. Donc c'est très important. Et somme toute, lorsqu'on regarde très, très froidement, très mathématiquement, les possibilités, lorsqu'on joue avec la carte électorale et on fait des scénarios, Hillary Clinton a beaucoup plus de scénarios positifs et Donald Trump, lui, en a très peu. Le chemin pour accéder à la Maison-Blanche est très étroit pour lui. Bien, c'est sûr que Donald Trump n'est pas apprécié dans une majorité de pays. Il y a quelques pays où il est relativement populaire. On pense à la Russie, par exemple. Mais c'est des cas assez rares. Et aussi, il a une personnalité. Bon, il y a deux éléments qui rendent l'avenir un peu incertain s'il est élu. C'est que d'une part, il n'a pas un programme très, très détaillé. Et du moins, sur le plan médiatique, dans le débat public, on a eu peu de chances de l'entendre en parler. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire dans certains cas précis. Et par ailleurs, c'est une personnalité un peu intempestive.
C'est quelqu'un qui est imprévisible, qui change d'idée assez rapidement sur certaines choses et qui peut avoir des accès de colère. Et ça, sur le plan diplomatique, c'est quelque chose qui jette de l'incertitude et voire de l'inquiétude pour certains pays. J'ose espérer qu'il y a une analyse objective derrière. C'est-à-dire que je crois que ce sont des faits. Lorsqu'on regarde les analyses, lorsqu'on regarde la réaction à l'étranger, ce n'est pas le journaliste qui dit que les étrangers favorisent une élection d'Hillary Clinton ou préféraient avoir Hillary Clinton. C'est un fait. Plusieurs l'ont dit et on a vu que Donald Trump avait des sautes d'humeur. Maintenant, qu'est-ce que ça aura comme conséquence détaillée? Est-ce que c'est bien ou mal? Ça, c'est évidemment un terrain sur lequel je ne m'aventurerai pas, je ne me permettrai pas de jugement. L'Office national d'identification ONI traverse une situation assez délicate. Ce jeudi matin, plusieurs centaines de personnes étaient massées dans le but de retirer leurs cartes. La directrice de communication de l'ONI, Mildred Béliard, a tenté d'expliquer les raisons de la mauvaise qualité du service offert par l'ONI. Mildred Béliard était au micro de Moril Hazen et de Figaro Matelot. Alors, faut me dire pour Radio-Télé Galaxie que la majorité des gens qui sont devant le bureau à Jodia, ce n'est pas vraiment des gens qui ont à voir avec l'élection. La plupart d'entre eux, c'est nouvelles demandes. Ces nouvelles demandes. Affluence là causée, première raison affluence là, c'est parce que nous gagnons actuellement 3 bureaux qui réunissent dans le même espace. Nous gagnons pour la commune de Delma, nous avons 3 bureaux. Après le tremblement de terre, l'espace a été détruit, donc tout le monde est venu là. Puisqu'on y a, nous avons un bureau de Delma qui était logé dans la mairie Delma, mais étant donné que la mairie a fait aménagement dans l'espace côté où hébergé l'ONIA, ça vient faire que actuellement le bureau Delma vient ici à tout. On peut comprendre que l'espace là n'est pas préalablement prévu pour faire accueil, donc ça vient faire que un petit espace qui était là pour faire administration, on y a vient tourner un centre d'opération qui vient faire que l'affluence et délai pour être servi mounio. Parce que j'aime dire là, non espace qui est approprié est plus facile, mais étant donné que l'espace n'est pas approprié, ça fait que nous avons affluence pratiquement chaque jour parce que le arrivé, nous pas de temps, fin servir tout le monde pour le monde venir. Premièrement, le NAP vient faire une carte identification nationale, songez c'est unique document identité nous gagnons qui servi nous. Ou pas qu'à faire un passeport sans carte d'identification nationale à un moment. La police exige pour marcher avec les sous à un moment. Et bientôt, son document incontournable. Donc, là, venir assurer que vous marchez avec des documents qui fiables et qui viables. Marcher pour pas obliger de retourner parce que tu as une erreur quelconque. Assurer par exemple en vont déplacer devant opérateur qui finit rentrer données que données qui est inscrit dans fichier remettre c'est vraiment données qui concernent nous. Et ensuite, les documents. Si c'est Pétionville ou Rété, pas inquiétant ou mettre faire 4 en Babiole ou obligé à chercher Pétionville parce que c'est là 4 là à livrer. Si c'est Carrefour Rété dans la commune de Carrefour, c'est là pour chercher 4 là quel que soit le bureau ONI que tu as réussi faire 4 là. Et ça sont des démarches pour mieux comprendre. Et l'autre bagage qui gagne, si vraiment une urgence pour faire par exemple si nous perdu ou pas besoin de venir dans ONI si ou pas gagner dans main ou une déclaration de police qui dit que si nous t'es perdu, sinon nous pas qu'à refaire les pour. Et pour tout changement de nom, toute mise à jour pour nom ou sous changer de titre parce que papa ou Baptiste ou bien changer non papa ou bien marié, songez venir avec document légal, jugement par exemple pour mariage pour venir avec mariage ou avec original avec naissance ou si c'est non changé parce que on l'autre parent qui bon côté non lieu adoption, le ça va marcher avec jugement qui dit que ou même c'est même monde ça appeler les gens qui viennent les gens demain matin. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, a organisé une journée de réflexion à l'intention des journalistes autour du thème « L'aide internationale ». L'objectif de cette journée était de porter les journalistes à produire des analyses en profondeur sur la question de l'aide internationale. Le directeur exécutif de la PAPDA, l'économiste Camille Chalmeuse, en a profité pour toucher d'autres points, notamment la question des élections. Suivons les propos de Camille Chalmeuse au micro de Moril Hazen. Dans le cas des cyclones Mathieu, il y a un pile réflexion, un peu de discours qui a fait sur la question de l'aide en général. Non seulement par rapport à et traumatisme que nous vivons après 12 janvier, côté que tout le monde est d'accord que l'aide là est dans des conditions déplorables, qui n'a pas du tout contribué au relèvement paysan. D'ailleurs, nous voyons qui gens mis à Port-au-Prince toujours écrasés. Donc, il est extrêmement important que nous réfléchissions sur la question aide là.
Et réfléchir sur lui, c'est produire un discours critique, côté nous, ouais, exactement, qui ça qui aide là, qui place que les jouer dans le mécanisme de domination au niveau international, qui est fait que les gagnent sur différents acteurs, qui est fait que les gagnent sur le pays, de façon que nous sommes capables tout profiter de développement théorique et conceptuel qui fait au niveau mondial sur la question de ça, notamment à travers l'efficacité de l'aide, l'efficacité du développement, qui, même s'il n'a pas changé de façon radicale le rapport de force qui existait, mais il offre pays sud, pays les pauvres, des outils qui permettent que yo modifie le rapport de force, même s'il n'a pas changé radicalement. Donc, dans ce sens, je pense que l'important que les journalistes soient capables d'aider à construire une vision critique de l'aide internationale, de façon que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous organisons plus bien au niveau de la coordination, au niveau de réflexion sur qui bon a mené le pays, au niveau de qui ça a fait avec différents éléments de coopération internationale qui existent, et pour nous sortir dans une dynamique d'aide qui est même sur une dynamique qui est forcément génératrice de dépendance. Parce que pour parler de aide, ça veut dire qu'on met en l'air, on met en bas. Et nous-mêmes, nous croyons que les relations ne doivent pas être structurées comme ça. Les relations doivent être des relations de coopération solidaire. Côté que effectivement, l'autre pays a un devoir pour contribuer à relèvement au pays de Haïti, d'autant plus que la situation que nous vivons là, c'est le résultat pillage, saccage, exploitation, sous-exploitation et domination qui établit sur le pays depuis 1992, mais en particulier depuis 1915, avec le système que les Américains ont mis campé sur le pays. Donc, c'est comprendre l'aide internationale qui s'allie par nature, comprendre l'aide internationale dans les relations que nous gagnons dans différents pays, et comprendre qui ça gagne en Haïti. Et dans ce sens, non seulement nous pourrons apprendre de nouveaux concepts sur la question de l'aide, mais nous avons réfléchi tout sur la question de l'aide humanitaire. Nous connaissons que récemment, au Forum mondial qui était fait d'Istanbul, en mai 2016, côté conseil de conclusion. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés sur la question, qui pourront expliquer nos différentes conclusions du Forum humanitaire là, et nous sommes capables de développer une réflexion critique informée sur la question de ça. Et nous croyons que les journalistes ont une responsabilité pour transmettre l'information ça pour que nous soyons capables d'avoir une opinion publique, une population qui est bien informée, qui est bien consciente de la situation que nous vivons là et qui a même pour le faire des choix intelligents. Selon l'évaluation qui est disponible, il est vraiment très difficile pour que les élections qui faites bien le 20 novembre, l'élection qui a toujours faite, mais est-ce que l'élection a vraiment fait sans que nous pas exclure la population qui est victime d'une véritable participation électorale? Nous pensons que c'est une question qui doit débattre entre différents acteurs, de façon que nous prenions des décisions intelligentes qui en même temps tenu compte de l'échéance électorale de nécessité pour un gouvernement légitime, mais qui en même temps tout pas fait des choix précipités de façon que nous simplement répondre à des bailleurs de fonds ou à des agendas internationaux qui pas forcément correspondent à besoins réels payés. Lancement ce jeudi du consortium de vigilance pour le suivi des interventions du gouvernement et des partenaires internationaux après le passage du cyclone Mathieu. Initiative de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en partenariat avec d'autres partenaires de la société civile. Ce consortium de vigilance citoyenne veut mobiliser les citoyens et les institutions en vue de s'impliquer davantage dans la promotion de la transparence et l'efficacité de l'aide humanitaire à travers une structure de suivi des interventions du gouvernement et des ONG dans les zones les plus affectées par le passage du cyclone Mathieu. Suivons les propos de Karl Jean-Louis, directeur exécutif de l'OCAF, au micro de Nancy Lenné.
Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.